En 1886, on a annoncé un concours à Paris. Le gagnant allait obtenir le droit de concevoir et de construire la pièce maîtresse de l'exposition universelle de 1989. La société de Gustave Eiffel a proposé un projet qui a été retenu parmi 107 autres. Le premier projet des architectes de la société Eiffel était une tour avec des piédestaux en pierre, des arcs monumentaux entre les colonnes, des salles avec des murs en verre à chaque niveau, le sommet en forme d'ampoule et beaucoup d'ornements. Comme ce projet était trop compliqué, ils l'ont modifié en ne laissant que les arcs du bas. Il a fallu un temps record de 5 mois pour terminer les fondations et 21 autres mois pour assembler les 18 000 pièces métalliques du sommet. Tu peux encore les voir et les compter toutes quand tu visites Paris. Encore aujourd'hui, la tour Eiffel a l'air révolutionnaire à l'endroit où elle se trouve. Mais à la fin du 19e siècle, elle faisait sensation et était très critiquée. Des écrivains célèbres ont dit qu'il s'agissait d'un lampadaire tragique, d'un tuyau d'usine en construction ou d'un squelette géant. Ils n'avaient pas tout à fait tort. La tour a vraiment quelque chose en commun avec un squelette humain. Elle a été inspirée par un fémur. Alors qu'ils commençaient à peine à travailler sur le projet, l'équipe d'Eiffel a été confrontée à un sérieux problème. Ils devaient rendre la tour suffisamment solide pour résister aux éléments, mais en même temps, il fallait qu'elle soit aussi légère que l'air. S'ils avaient fait une seule petite erreur, la plus haute construction du monde à l'époque se serait effondrée sous son propre poids, la gravité ou les vents violents. Sans compter qu'ils ont dû travailler avec le fer, qui était un nouveau matériau de construction révolutionnaire à l'époque. À la même époque, l'anatomiste Hermann von Meyer faisait des recherches sur le fémur. Il s'agit de l'os le plus long et le plus solide du corps humain. Les os sont forts et robustes à l'extérieur et spongieux à l'intérieur, tout comme le bambou. Le fémur atteint une telle taille parce qu'il est constitué d'un tube creux fait de tubes plus petits qui sont faits de tubes encore plus petits. L'os, tout comme le bambou, assume la charge qu'il porte en raison des structures qui se trouvent à l'intérieur. Ce sont des fibres osseuses disposées en forme de croix. Un ingénieur suisse, Karl Kuhlmann, a développé ce concept et a créé une grue dans laquelle des motifs comme ceux du fémur ont été utilisés exactement aux endroits où le soutien était le plus nécessaire. Gustave Eiffel s'est inspiré de cette idée et a décidé de construire sa tour en utilisant des motifs entrecroisés de montants et de contreventements pour soutenir la construction. Il a fait de savants calculs et a conçu sa tour de manière à ce que les vents violents se dirigent directement vers la partie la plus solide, à savoir les 4 pieds, et de sorte que les fusées éclairantes qui se dirigent vers l'extérieur à la base de la tour ressemblent à des fémurs à l'envers. Le plan a été mis en œuvre petit à petit et la construction a été achevée le 31 mars 1889. Beaucoup de choses ont changé depuis lors dans les domaines de la science et de l'architecture. Mais la nature a toujours inspiré de nouvelles inventions et technologies. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Par exemple, le premier train à grande vitesse du monde, le Shinkansen, qui fonctionne depuis 1964, a également été inspiré par la nature. Lorsque le train sortait du tunnel à la vitesse de 300 km/h, il produisait un boom sonique. Ce bruit réveillait les habitants des villes voisines et effrayait les animaux sauvages. Un groupe d'ingénieurs cherchait à résoudre ce problème. L'un d'entre eux, qui était également ornithologue, a suggéré de modifier le train pour qu'il ressemble davantage à un martin-pêcheur. Cet oiseau a un long bec pointu qui lui permet de plonger dans l'eau pratiquement sans éclaboussure lorsqu'il chasse. Ils ont remodelé l'avant du train en lui donnant une sorte de bec et ont résolu le problème du bruit. La nouvelle forme a également permis de réduire la consommation d'énergie car elle est plus aérodynamique et a augmenté la vitesse du train de 10%. L'inventeur du velcro, lui, s'est inspiré de son propre chien. Il voulait savoir pourquoi les bardanes adhèrent si facilement à sa fourrure et il a remarqué au microscope de minuscules pointes en forme de crochet. Elles s'accrochent à différents matériaux comme la fourrure et le tissu à l'aide de boucles. Georges de Mestral a reproduit cette technologie et a créé sa propre entreprise en 1959. Depuis lors, le système de fixation des boucles en nylon, qui s'attachent à de minuscules pointes, est utilisé dans de très nombreuses occasions. Les requins comptent parmi les meilleurs nageurs du monde. Ils sont très rapides grâce à la forme de leur corps et aussi à un type de peau spéciale recouvert de petites dents et non d'écailles. Les scientifiques ont créé une matière plastique basée sur cette technologie secrète des requins. Lorsqu'un navire en est recouvert, les petites créatures marines ne peuvent pas y rester attachées, ce qui permet au navire de se déplacer plus vite et d'économiser du carburant.
Les nageurs qui portent des maillots de bain faits de matériaux inspirés des requins deviennent également beaucoup plus rapides. Ils mordent aussi plus fort. Ah non, je plaisante. Des papillons et des paons aux couleurs vives ont inspiré une technologie d'économie d'énergie pour les écrans de téléphone. Ces créatures ont de petites structures sur leurs ailes et leurs plumes. Lorsque la lumière blanche les éclaire, elles reflètent plusieurs couleurs à des vitesses différentes, car la surface n'est pas uniforme. Dans les écrans inspirés de cette idée, les couleurs proviennent également de la réflexion. L'écran ne les produit pas et économise ainsi de l'énergie. Les couleurs sont toujours vives et éclatantes, donc tout le monde y gagne. Le scarabée du désert africain du Namib est un pro de la collecte de l'eau. Il transforme le brouillard en gouttelettes d'eau sous forme de petites bosses sur sa carapace. Puis, il envoie l'eau directement sur sa tête pour la boire. Les scientifiques et les ingénieurs du MIT ont conçu une structure similaire en verre et en plastique. Elle peut être utilisée pour les dispositifs de refroidissement et pour nettoyer en toute sécurité les déversements toxiques. Les baleines sont parmi les plus grandes créatures de la planète et elles sont en même temps d'excellentes nageuses, plongeuses et sauteuses. Leur secret réside dans les protubérances de leurs nageoires, qui ressemblent à des ailes. Elles peuvent contrôler le débit d'eau pour aider la baleine à effectuer différentes manœuvres. Les scientifiques ont décidé d'utiliser cette idée pour les éoliennes. Des tests ont montré que ces turbines inspirées des baleines sont plus stables, plus durables et plus silencieuses que les turbines ordinaires et peuvent générer plus d'énergie à partir du vent et de l'eau. Les trompes des éléphants ont plus de 40 000 muscles et sont super agiles. Elles peuvent soulever de lourdes charges et effectuer des manœuvres compliquées comme cueillir des pommes sur une branche. La conception de la trompe a inspiré la création d'un bras robotique super sûr et flexible. Il possède une mémoire et apprend à atteindre et à saisir des objets grâce à sa propre expérience, comme un bébé humain. Cette technologie est déjà utilisée dans des usines, des laboratoires et des hôpitaux. Un autre type de robot, le squishy, a été modelé sur le modèle d'une pieuvre. Ce robot ne se déplace pas sur une trajectoire prévisible comme les autres robots au corps dur. Il peut se recroqueviller, se rétrécir et prendre une nouvelle forme parce qu'il n'a pas d'articulation fixe. Il ne se heurte pas à des objets et s'adapte à n'importe quel environnement sans problème. C'est pourquoi il peut être très utile pour sauver les gens. Les chauves-souris se déplacent grâce à l'écholocation. Elles produisent des sons ultrasoniques qui rebondissent sur les objets et calculent ensuite la distance qui les sépare de ces objets. Les scientifiques ont conçu un système similaire pour les bâtons de marche destinés aux personnes malvoyantes. Il envoie 60 000 impulsions par seconde et reçoit des échos. Plus l'écho est fort, plus l'objet est proche. Les geckos sont de super grimpeurs qui peuvent se déplacer sur toutes sortes de surfaces, y compris les murs, le plafond et le verre. Le secret de leur succès réside dans les tonnes de poils microscopiques qui leur donnent une adhérence fantastique sur n'importe quel matériau. Les scientifiques ont décidé d'utiliser ces connaissances à des fins médicales et éventuellement pour transformer les humains en araignées humaines dans le futur. Le matériau de fixation qu'ils ont conçu est activé par la lumière UV. Les homards sont délicieux. Ils ont aussi une vision unique. Leurs lentilles oculaires sont comme des miroirs plats qui ne courbent pas la lumière mais la réfléchissent sous de nombreux angles différents. Les scientifiques utilisent ce principe pour construire des télescopes qui peuvent focaliser à partir de différents angles dans l'espace. La vision du homard a également inspiré des appareils à rayons X qui peuvent voir même à travers une épaisse paroi d'acier. Ai-je déjà dit que les homards étaient délicieux ? Les Piscidae passent leur journée à percuter les troncs d'arbres, mais leur crâne et leur cerveau restent cependant sains et saufs. C'est parce que leur bec et leur crâne sont constitués de plusieurs couches et que certaines parties sont souples et absorbent les chocs. Les scientifiques l'ont remarqué sur les scanners de la tête des oiseaux et ont utilisé ces connaissances pour construire un système mécanique d'absorption des chocs pour les microdispositifs. Ils peuvent également l'utiliser pour fabriquer du matériel d'isolation pour les navettes spatiales et protéger les joueurs de football des blessures. Toutes les tentatives de biomimétisme n'ont pas le même succès. À la fin des années 1990, Mercedes-Benz cherchait une nouvelle idée de conception d'une voiture aérodynamique, sûre, efficace et facile à manœuvrer. Ils pensaient qu'un poisson-coffre serait le modèle parfait. Il résiste à l'écoulement de l'eau et reste sur sa trajectoire, même dans la mer agitée. Ce qui fonctionnait bien dans la mer n'a pas fonctionné pour une voiture. Il s'est avéré être super instable. Mais tu sais quoi ? Ils ne se sont pas avoués vaincus. Pas du tout. Ils ont juste tiré les conclusions de leur échec et ont continué à essayer jusqu'à trouver le modèle suivant. Bravo les gars! Tout le monde aime les sites archéologiques. Le Colisée romain, la cité antique du Machu Picchu, les pyramides de Gizeh.
Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ils ressemblaient autrefois, à l'époque où ils ont été construits? Ou même à l'époque où ils étaient recouverts de lierre et oubliés par l'humanité? Attache ta ceinture, car nous partons pour un voyage dans le temps vers les plus grands sites archéologiques du monde. Notre voyage commence en Amérique du Sud, au fin fond des montagnes péruviennes. Voici la cité de Machu Picchu. C'est un immense tribut à l'ingéniosité et à la puissance de la civilisation Inca. À son apogée, cette dernière s'étendait sur 4000 km le long du littoral de l'Amérique du Sud, de l'actuel Équateur jusqu'au Chili. Et le Machu Picchu était situé au cœur de celle-ci. Le site historique a été construit à environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, plus ou moins vers 1450 avant notre ère. La ville, ceinte de murs, était composée d'environ 150 bâtiments en pierre. Les Incas ont réussi à construire des temples, des maisons et même un système complexe d'aqueducs pour irriguer toute la ville. Et oui, ils ont fait tout cela sans l'aide de roues ou d'instruments en fer. L'habitat ressemblait peu ou prou aux maisons de pierre que nous voyons de nos jours, à la différence que les Incas n'utilisaient pas de ciment pour sceller les blocs ensemble. Pourtant, ils s'emboîtent parfaitement les uns avec les autres. En plus de cela, les Incas ont dû développer une technologie antisismique rudimentaire mais efficace, puisqu'en cas de tremblement de terre, les pierres tremblaient sans s'effondrer. Si le Machu Picchu avait été construit aujourd'hui, il aurait fallu plus de 70 millions de dollars pour le terminer entièrement. L'objectif du site est encore un mystère pour de nombreux historiens. Selon certaines théories, il aurait pu être construit comme un site cérémoniel, une place forte pour le peuple inca, ou même un lieu de villégiature pour la royauté. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'au XVIe siècle, 100 ans après la construction du Machu Picchu, sa population l'a abandonné. Les racines des arbres ont envahi la majorité du site et l'ont caché à l'humanité pendant plus de 4 siècles. Ce n'est qu'au XXe siècle que le Machu Picchu a été révélé aux yeux du monde lorsqu'un fermier péruvien a accompagné Hiram Bingham, professeur à l'université de Yale, pour une visite du site. Depuis, Bingham et de nombreux autres explorateurs ont consacré leur vie et leurs recherches à l'étude de la merveille archéologique qu'est le Machu Picchu. Le prochain arrêt de notre machine à voyager dans le temps est la ville de Pompéi, en Italie. Pompéi a imprégné notre imaginaire collectif pendant de nombreux siècles. L'éruption du mont Vésuve en 79 après Jésus-Christ et la destruction d'une ville entière ne sont, espérons-le, pas quelque chose qui se reproduira de sitôt. Mais tu dois te demander à quoi ressemblait Pompéi lors de son dernier jour. Il n'a fallu que 18 petites heures pour que les rues, les marchés, les maisons et le forum de Pompéi soient ensevelis sous des millions de tonnes de cendres volcaniques. Grâce à des scientifiques ingénieux, nous avons découvert que la lave et les cendres qui ont recouvert Pompéi le tout dernier jour ont en fait contribué à figer la ville dans le temps. Contrairement à la glace, le nuage de cendres n'a pas préservé la ville intacte. Mais à mesure que les objets se sont désintégrés pendant 2000 ans, ils ont laissé des vides sous la terre. Les archéologues ont découvert que s'ils remplissaient ces vides avec du plâtre, la forme de la ville enterrée pouvait être révélée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bien sûr, cela n'avait rien à voir avec la ville animée de 12 000 habitants qui existait depuis de nombreuses années avant l'éruption fatidique. Pompéi était une cité vibrante et riche. Les ruines du site ont révélé que de nombreux quartiers de Pompéi abritaient des maisons impressionnantes, certaines avec des balcons, ce qui était un signe de grande richesse à l'époque. Et crois-le ou non, même certaines œuvres d'art ont survécu à l'éruption. Les archéologues ont trouvé des fresques et des peintures murales bien conservées et représentant des créatures mythologiques. Elles indiquaient généralement que des membres de la haute société vivaient là. Les ruines montrent que la ville disposait même de thermes et de douches fabriquées avec des matériaux luxueux. Et apparemment, les habitants de Pompéi avaient des dents incroyables. Les archéologues ont même pu distinguer un tel niveau de détail dans les moules de plâtre qu'ils ont récupérés sous terre. Toujours sur le territoire italien, se trouve l'une des plus grandes attractions touristiques du monde, le Colisée romain. Il a été construit comme un amphithéâtre sous le règne de l'empereur Vespasien, vers 70 après Jésus-Christ. Ce n'est qu'en l'an 80 que le fils de Vespasien, l'empereur Titus, a inauguré le Colisée. Le monument était une merveille à contempler, des murs de 50 mètres de haut, plus de 80 entrées et une capacité de 87 000 spectateurs. Toutes les classes sociales étaient les bienvenues au Colisée, ce qui explique en partie pourquoi il a prospéré pendant tant de siècles.
Pendant le déclin de l'Empire romain, vers le VIe siècle après Jésus-Christ, le Colisée a commencé à être négligé et abandonné. Le monument a été pillé et certaines des pierres de ses colonnes ont été utilisées pour construire des infrastructures ailleurs. Il ne reste plus qu'un tiers du Colisée d'origine, et vu comme il est grand aujourd'hui, on peut imaginer à quel point il était colossal à l'époque. La Grèce a été le berceau de l'une des plus grandes civilisations du monde. À l'apogée de cette culture, littéralement et historiquement parlant, il y a plus ou moins 2400 ans, les Athéniens ont construit une citadelle connue sous le nom d'Acropole. L'Acropole, qui est composée de bâtiments historiques, est considérée comme l'un des plus grands repères de la civilisation occidentale à ce jour. Les touristes qui visitent Athènes aujourd'hui peuvent admirer les piliers jaunis et brisés du Parthénon, qui se dressent sur l'une des plus hautes collines de la ville. Mais à l'époque de sa construction, entre 447 et 432 avant Jésus-Christ, l'imposant et majestueux Parthénon était d'un blanc immaculé, car tout le monument était construit en marbre étincelant. Les statues à l'intérieur étaient faites d'or. Le Parthénon est un temple de 2000 m², soutenu par 69 colonnes de marbre. Les plus grands blocs de marbre sont massifs et pèsent environ 10 tonnes chacun. Et le fait le plus surprenant est que le marbre ne provenait pas d'Athènes, mais d'un site voisin qui se trouvait à 15 km de l'Acropole, connu sous le nom de Mont Pentélique. Les historiens, intrigués par l'origine du matériau primaire utilisé pour la construction de l'Acropole, ont trouvé de petits et de gros blocs de marbre éparpillés sur le sol du Pentélique. Il y avait aussi une route pavée que les Grecs avaient construite pour transporter les pierres. Mais le monument le plus marquant de tous les temps est peut-être celui qui se trouve à la lisière du Moyen-Orient, à l'extérieur de la ville égyptienne du Caire. Les pyramides de Gizeh sont considérées comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Le complexe a été construit comme tombeau pour le pharaon Khéops il y a environ 4500 ans. Entre 20 et 30 000 ouvriers ont participé à sa construction et il est composé de 3 pyramides. Ce monument massif est fait d'environ 8000 tonnes de granit et de plus de 550 000 tonnes de mortier, ce qui lui donne l'apparence qu'il a aujourd'hui. Mais savais-tu que les pyramides n'avaient pas toujours eu cette apparence? Loin de là, elles étaient d'un blanc brillant avec une pointe triangulaire dorée au sommet. C'est parce que les Égyptiens ont utilisé plus de 6 millions de tonnes de calcaire pour recouvrir l'ensemble de la structure rocheuse en forme d'escalier. Tout cela pour qu'elle puisse briller d'un blanc éclatant sous le soleil impitoyable du ciel égyptien. La pyramide de Khéops est restée la plus haute structure sur Terre réalisée par des humains pendant plus de 3800 ans. C'était la seule pyramide à 8 faces d'Égypte et on pensait qu'elle était alignée avec la ceinture d'Orion. Elle est considérée comme la construction la plus alignée face au nord. En 1979, elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dirigeons-nous maintenant vers la ville indienne d'Agra pour une visite rapide du Taj Mahal. Tu le connais peut-être sous ce nom, mais il porte aussi un nom plus attachant, une larme sur la joue du temps. La construction du Taj Mahal a duré plus de 22 ans et a été commandée en 1632 par l'empereur moghol Shah Jahan comme une déclaration d'amour pour sa 3e et favorite épouse, Mumtaz Mahal. Il a été construit en marbre blanc et étonnamment, grâce à une conservation rigoureuse, il reste encore très semblable à ce qu'il était lors de sa construction. Toutes ces merveilles du passé t'ont-elles donné envie de voyager ? Dis-nous dans les commentaires si tu as déjà visité certains de ces sites ou quels autres lieux intéressants tu ajouterais à cette vidéo. La majorité d'entre nous a cru pendant très longtemps que Stonehenge, l'un des monuments les plus emblématiques au monde, était un calendrier antique en raison de son alignement avec les solstices d'été et d'hiver. Mais personne n'a pu comprendre comment il fonctionnait vraiment. Aujourd'hui, une équipe de chercheurs a publié une nouvelle étude. Il s'avère que Stonehenge pourrait bel et bien avoir fonctionné comme un calendrier solaire sur une période similaire à celui qu'utilisaient les anciens Égyptiens et basé sur une année composée de 365,25 jours. Chacune des pierres de ce grand cercle mystérieux représentait un jour dans un mois. Et ces gros rochers sont appelés des pierres de Sarsène. Il s'agit en fait d'un calendrier perpétuel où les gens pouvaient suivre chaque coucher de soleil du solstice d'hiver. De cette façon, les gens qui vivaient près de Stonehenge, lequel se trouve encore aujourd'hui dans le Wiltshire au Royaume-Uni, pouvaient suivre les jours et les mois de l'année. On comprend désormais ce mystérieux système de calendrier, grâce à cette intéressante découverte faite en 2020. L'équipe a identifié la provenance de 50 des 52 pierres de Sarsène qui composent le cercle de pierres emblématique.
Ils ont analysé la composition chimique de ces pierres et ont retracé leurs origines à la forêt de Westwoods, dans le Wiltshire, qui se trouve à environ 24 km du monument. Non seulement ces 50 pierres proviennent de la même source, mais elles ont également été placées à leur emplacement actuel à peu près au même moment. Elles forment le cercle extérieur de Stonehenge, ainsi qu'un anneau intérieur en forme de fer à cheval. Près du centre du monument, il y a des roches plus petites appelées pierres bleues. L'équipe a retracé les origines des pierres bleues jusqu'au pays de Galles. Ils ont également découvert que les roches de Sarcène avaient une composition chimique commune. Plus de 99% de silice avec des traces de fer, d'aluminium et de calcium. Deux pierres de Sarcène étaient toutefois différentes l'une de l'autre et de l'amas principal. Les pierres de Sarcène ont été disposées en 3 formations différentes à Stonehenge. 30 d'entre elles ont formé cet énorme cercle de pierres qui domine le monument. 4 pierres de position se sont retrouvées en formation rectangulaire à l'extérieur du cercle, tandis que les autres, situées à l'intérieur du cercle, ont été disposées en 5 trilithes. Également connu sous le nom de dolmen, un trilithe est formé de 2 pierres verticales avec un linteau horizontal au sommet. 30, 5 et 4 sont des chiffres assez intéressants dans ce système de calendrier. Les 30 menhirs qui sont répartis autour de l'anneau principal pourraient représenter les jours du mois. Si tu multiplies ce chiffre par 12, tu obtiens 360. Et si tu ajoutes 5, qui est le nombre de trilithes centraux, le résultat est 365. Et pour vraiment ajuster le calendrier, afin qu'il corresponde à une année solaire, il faut ajouter un jour bissextile supplémentaire tous les 4 ans. L'équipe pense que les anciens utilisaient justement les 4 pierres de position pour cela. Dans ce système, ils marquaient les solstices d'été et d'hiver chaque année avec la même paire de pierres. Les anciens ont commencé à construire Stonehenge il y a environ 5000 ans, et il leur a fallu plus de 1000 ans pour terminer le travail. Mais le Stonehenge que l'on peut voir aujourd'hui n'est pas la version complète et originale du début. Beaucoup de ces anciennes pierres bleues et de ces blocs de Sarcène ont été cassés ou emportés. La structure entière a également changé au fil du temps, car de nombreuses générations, 180 pour être précis, se sont succédées depuis le début de Stonehenge et elles ont participé à sa construction et à sa reconstruction. Les gens ont créé Stonehenge en 4 étapes. Ils ont d'abord construit une enceinte circulaire qui s'étendait sur 100 mètres de diamètre et entourait 56 fosses. Un haut talus flanque le fossé de l'enceinte, tandis qu'il y a un talus bas à l'extérieur. Certaines théories disent même que cette partie était une sorte de cimetière communal. Plus tard, dans la deuxième phase, les bâtisseurs ont ajouté un fer à cheval de trilithes en sarcène. Lors de la troisième étape, ils ont construit une avenue cérémoniale de près de 3 km de long. Elle suivait probablement le chemin des pierres bleues qui ont été déplacées des premiers trous d'Aubray aux trous Q et R, un double arc dans lequel ces pierres bleues ont été disposées. À ce stade, les bâtisseurs ont également réorganisé les pierres d'entrée et recoupé le fossé de l'enceinte principale. Lors de la quatrième étape, les pierres ont été cassées et les bâtisseurs ont gravé des sculptures dans le sarcène. Plus tard, les pierres bleues ont été à nouveau modifiées. Les bâtisseurs n'ont laissé aucune trace écrite de la façon dont ils ont réussi à traîner ces lourdes pierres jusqu'au site et à les faire tenir si parfaitement droites. Mais selon certaines théories, leur technique était davantage liée au travail du bois qu'à la maçonnerie. Ils ont réalisé des trous de mortaise et des tenons saillants pour rassembler les pierres et ont utilisé des joints à rainures et languettes pour ce faire. Lorsqu'ils ont creusé le trou pour les pierres, ils ont placé des poteaux en bois à l'arrière du trou qui ont servi de support. Puis, ils ont mis la pierre en position et l'ont hissée vers le haut avec des cordes. Ils ont tassé des gravats dans le trou pour s'assurer que la pierre reste en place. Une société agricole pré-industrielle a donc assemblé ce monument fascinant en utilisant uniquement des outils en pierre et en os. La roue n'avait même pas encore été inventée. Cette formation inhabituelle est aussi connue sous le nom de roche sonnante. Les pierres que tu peux voir à Stonehenge ont des propriétés acoustiques assez étranges. Lorsque tu les frappes, elles produisent un fort bruit de gong. Cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles les gens ont pris la peine de les transporter sur une si longue distance en premier lieu. Dans certaines cultures anciennes, les gens croyaient que ces roches avaient des pouvoirs de guérison. C'est un endroit très populaire qui attire plus d'1 million de visiteurs par an. Lorsqu'il a été ouvert au public pour la première fois, les visiteurs étaient autorisés à se promener parmi les pierres. Ils pouvaient même grimper dessus car il n'y avait aucune restriction.
Jusqu'à la fin du 19e siècle, les visiteurs écaillaient régulièrement des morceaux de la roche pour les rapporter chez eux en souvenir. Ils gravaient également leurs initiales dans les pierres. Ils campaient à l'intérieur du cercle et y dressaient des feux de camp, sans se rendre compte que cela pouvait sérieusement compromettre la stabilité de l'ensemble du monument. Au fil du temps, il y a eu de plus en plus de restrictions, jusqu'à ce que le monument soit finalement interdit d'accès en 1997 à cause de la grave érosion des pierres. Cela signifie que si tu veux le visiter, tu ne peux le voir que de loin, à moins que tu ne payes un supplément pour la visite du cercle de pierre qui ne peut être organisé qu'en dehors des heures de visite normales. À l'origine, Stonehenge avait 2 entrées qui menaient à l'enceinte. Il y en avait une large au nord-est et une autre un peu plus étroite située du côté sud. Si tu l'observes aujourd'hui, tu peux voir qu'il y a beaucoup plus d'espace entre les pierres. C'est surtout à cause des traces, faites par la suite, qui traversaient autrefois le monument. Le sol à l'intérieur de Stonehenge a été gravement perturbé, et pas seulement à cause des visiteurs creusant des fosses à feu. Un groupe de personnes a creusé un grand et profond trou dans le cercle de pierre au XVIIe siècle parce qu'ils cherchaient un trésor. Puis il y a eu Charles Darwin qui a aussi fait des fouilles parce qu'il étudiait les vers de terre de la région. Il voulait savoir comment ces vers pouvaient avoir un impact sur les objets dans le sol au fil du temps. Il a observé comment une pierre tombée là s'était enfoncée plus profondément dans le sol et a réalisé que cela se produisait à cause des activités de ces minuscules créatures qui barattaient le sol en permanence. En 1963, une théorie a circulé selon laquelle Stonehenge avait été construit comme une sorte d'ordinateur qui prédisait les éclipses solaires et lunaires. Plus tard, certains ont suggéré qu'il avait en fait été construit comme un monument aux ancêtres décédés. Selon cette théorie, la permanence de ces pierres représentait la vie éternelle après la mort. Un bloc de sarcène moyen pèse 25 tonnes, tandis que le plus gros pèse environ 30 tonnes. Si tu veux te faire une idée de la taille réelle de ces pierres, tu peux aller derrière le centre des visiteurs, dans la galerie extérieure, pour voir une réplique de roche de sarcène. C'est une copie conforme d'un menhir de l'un des trilithes qui se trouve dans le fer à cheval intérieur du monument. Il y a 5 maisons néolithiques à Stonehenge, si l'on se base sur les traces archéologiques réelles d'habitation trouvées dans cette zone. Chacune d'entre elles avait des murs construits avec des pieux et un sol en craie. Certaines avaient même des meubles. On a aussi découvert beaucoup de détritus, ce qui signifie que les gens de cette région organisaient des célébrations et des festins. Des recherches ont montré que les gens ont vécu dans ces maisons pendant 50 à 100 ans, vers 4500 ans avant Jésus-Christ, ce qui correspond à l'époque où les bâtisseurs ont apporté les roches de sarcène à Stonehenge. Pendant que Stonehenge était érigé, des générations entières ont connu des changements majeurs, de l'âge de pierre au début de l'âge de bronze. Les gens n'étaient plus aussi sédentaires et isolés. Ils ont commencé à voyager et à commercer davantage. Ce qui signifie qu'ils communiquaient beaucoup plus que leurs ancêtres, même au niveau international. C'est ainsi qu'ils ont pu faire connaître Stonehenge, et c'est aussi à ce moment-là que tout le mystère et la fascination pour ce monument ont commencé. Les statues Moai se dressent fièrement sur l'île de Pâques depuis des centaines d'années. À l'époque, les habitants ont fait d'énormes efforts pour sculpter ces figures grandioses. Et puis, ils ont soudainement arrêté. Pourquoi ? Essayons de percer ce mystère. L'île de Pâques, située à 4000 km à l'est de Tahiti, a une superficie de 163 km². À ce jour, c'est l'une des îles les plus isolées du monde. Autrefois, elle était couverte de forêts, remplies de différentes espèces d'arbres et fougères. Mais lorsque les premiers humains sont arrivés sur l'île vers l'an 400, les forêts ont lentement commencé à disparaître. Et à partir de l'an 1250 environ, les statues Moai ont commencé à apparaître un peu partout. Les locaux les fabriquaient à partir de différents types de roches, cendres volcaniques compressées, basalte, trachyte et scories rouges. Comme il s'agit d'une île volcanique, ce sont tous les ingrédients que les créatures des statues utilisaient. Une fois que les bâtisseurs avaient terminé leur travail, ils recouvraient les statues de pierre ponce. Les visages des statues sont différents. Elles ont toutes des sourcils épais et de grands nez, mais avec des expressions distinctes. Leurs bras sont sculptés directement dans leur corps. Certains ont des chapeaux sur la tête. Il y a près de 900 statues sur toute l'île, et elles varient en taille. La hauteur moyenne est de 4 mètres, et les plus grandes atteignent 10 mètres de hauteur et pèsent jusqu'à 82 tonnes.
Comme les statues ont tant de visages différents, il existe des théories selon lesquelles elles représentent et honorent des ancêtres, des chefs et d'autres personnages importants qui ont vécu sur l'île. Mais sans aucune preuve tangible, il est presque impossible de comprendre le véritable objectif des Moai. Autrefois, elles se dressaient magnifiquement le long de la côte, veillant sur les locaux vivant dans des villages. Et leur dos était tourné vers le monde des esprits de la mer. Lorsque les Européens ont découvert les statues Moai dans les années 1700, beaucoup d'entre elles étaient déjà tombées. Et la construction des statues s'était arrêtée bien plus tôt que cela. D'énormes efforts ont été déployés pour fabriquer ces statues. Les artisans experts passaient beaucoup de temps à les sculpter lentement avec des pioches rudimentaires. Une équipe contenant jusqu'à 6 personnes pouvait travailler dur pendant une année entière pour fabriquer une seule statue. Ensuite, ils devaient souvent la transporter jusqu'à son emplacement final sur l'île, sur une distance pouvant aller jusqu'à 18 km. Grâce à la datation en carbone, les experts ont réussi à déterminer que les statues ont commencé à apparaître vers l'an 1250. Et puis, soudainement, vers 1500, le processus s'est tout simplement arrêté. Les créateurs des statues ont simplement laissé leurs burins là où ils les avaient utilisés pour la dernière fois. Et seulement un quart de toutes les statues ont effectivement été placées là où elles étaient censées être. La moitié d'entre elles se trouvent encore dans les carrières, tandis que d'autres ont été laissées sur le sol à mi-chemin. Quelque chose s'est passé sur cette île qui a conduit les habitants à se désintéresser totalement des statues. Il existe de nombreuses théories sur la raison pour laquelle cela a pu se produire, et elles sont principalement liées à la déforestation. Les habitants de l'île utilisaient peut-être du bois pour déplacer les statues à travers l'île, à l'aide de traîneaux et de cordes, ou de rondins pour faire rouler les statues, ou de radeaux pour les faire flotter. Le bois a fini par s'épuiser. Les arbres de l'île mettaient très longtemps à repousser, et les rongeurs mangeaient la plupart des graines. Les habitants utilisaient le bois à de nombreuses fins. Ils en avaient besoin non seulement pour des choses pratiques, mais aussi pour créer d'autres statues. Une autre raison pour laquelle les habitants de l'île ont pu arrêter de construire les statues pourrait être qu'ils se sont consacrés à d'autres projets. Les rocailles devenaient de plus en plus courantes avec une population croissante. Or, ces rocailles étaient excellentes pour le sol, le gardant au chaud et le fertilisant en même temps. Les insulaires consacraient beaucoup de temps et d'efforts à tailler ces rocailles, et ils n'avaient tout simplement plus assez de temps pour la construction et le déplacement des statues. Une autre théorie suggère que les croyances des locaux ont changé avec le temps. On suppose qu'autrefois, les habitants de l'île voyaient les statues comme un lien avec leurs ancêtres. Mais après un certain temps, les rituels décrivant une démonstration de force et d'endurance sont devenus plus répandus. Et avec ces rituels, les insulaires ont commencé à sculpter des images liées aux oiseaux de mer. Ces derniers sont devenus le principal animal de l'île. Les gens ont commencé à croire que leurs ancêtres les regardaient à travers les oiseaux au lieu des statues. Il n'y avait donc plus de raison de construire les Moai. Quel que soit le degré de véracité de ces théories, le principal problème était que la petite île ne pouvait plus supporter une population croissante. Ce qui était autrefois une terre luxuriante couverte de forêts est rapidement devenu un paysage stérile. Pendant les premiers siècles, les gens dépendaient des ressources forestières. Mais l'agriculture a pris de l'ampleur quelque temps après 1550, lorsque les forêts ont disparu. Les tribus qui travaillaient autrefois ensemble pour construire les fantastiques monolithes ont fini par entrer en compétition les unes avec les autres. Dans cette lutte pour les terres et les ressources, les statues Moai ont été renversées, car les gens voulaient réduire leur importance. Au cours des siècles suivants, toutes les statues ont été renversées, mais pas toujours délibérément. Beaucoup sont tombées naturellement après avoir été négligées pendant si longtemps. Certaines ont même fini dans les eaux de l'océan entourant l'île. Elles y sont restées un certain temps. Mais certaines de ces statues ont connu une deuxième vie. Elles ont été réédifiées, offrant une magnifique expérience aux visiteurs du monde entier. Si tu fais un voyage jusqu'à cette île isolée, la première question que tu te poseras ne sera probablement pas de savoir comment les statues ont été construites ou déplacées. Ce sera plutôt comment diable quelqu'un a-t-il pu arriver jusqu'ici en premier lieu. C'était l'un des exploits les plus incroyables qui soient. Les Polynésiens ont sans nul doute fait des choses assez extraordinaires. Dès 1500 avant Jésus-Christ, ce peuple de marins a commencé à explorer le monde. Ils ont utilisé les inventions marines les plus avancées de leur époque. Ils ont traversé l'océan en catamaran et en bateau à balancier, en commençant par l'Asie du Sud-Est et en peuplant de nombreuses autres régions dans le Pacifique. Ils sont allés aussi loin que l'actuel Hawaï au nord en 900 avant Jésus-Christ et l'actuelle Nouvelle-Zélande au sud en 1200 avant Jésus-Christ. Et le voyage le plus lointain vers l'est a été bien sûr l'île de Pâques. En seulement quelques centaines d'années, ces premiers navigateurs ont peuplé une zone de plusieurs milliers de kilomètres carrés.
Ils mémorisaient simplement les endroits où ils étaient déjà allés, et de cette façon réussissaient à naviguer sur l'océan. Ils utilisaient un large éventail de techniques. Ils observaient le ciel lorsqu'ils se levaient et se couchaient, tandis que la nuit, les étoiles les aidaient. Si le temps était couvert et que les marins ne pouvaient pas s'orienter visuellement, ils utilisaient d'autres méthodes brillantes. Ils observaient notamment le mouvement des courants océaniques et les motifs des vagues, et prêtaient attention à la bioluminescence dans l'eau. Ces motifs les aidaient à trouver l'emplacement d'îles spécifiques. Ces marins comprenaient même comment les îles et les atolls au loin provoquaient des motifs d'interférence aérienne et maritime. Les oiseaux leur fournissaient aussi de précieux indices. Certains d'entre eux migraient sur de longues distances d'une île à l'autre, ce qui donnait aux marins une sorte de lien visuel pour leur itinéraire. D'autres types d'oiseaux avaient des périodes d'alimentation spécifiques. Les marins savaient quand et où ils chassaient et dirigeaient leurs bateaux en fonction des endroits où ces oiseaux se nourrissaient. Les Vikings ont sans doute reçu beaucoup trop de mérite par rapport à leurs aptitudes maritimes. Alors qu'ils utilisaient une boussole solaire, les premiers Polynésiens se fiaient uniquement à leur connaissance de la façon dont la nature elle-même pouvait les guider. Leurs compétences étaient si avancées qu'en 1769, le capitaine James Cook, un célèbre explorateur anglais, a même engagé un navigateur polynésien pour ses connaissances approfondies des mers. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce navigateur a dessiné une carte de mémoire. Elle couvrait une région de 3200 km de large. Dans cette région, il y avait 130 îles, et le navigateur connaissait 74 de ces îles par leur nom. Au début de leur voyage, le capitaine Cook a souvent ignoré les conseils du navigateur. Mais vers la fin de leur voyage, il a été très impressionné. Il a également reconnu les Polynésiens comme étant probablement le peuple le plus répandu sur Terre. Imagine que tu travailles 7 jours sur 7 sur un grand chantier de construction. Comme des milliers d'autres personnes, tu portes des millions de blocs de pierre et tu les poses les uns sur les autres selon un système complexe. Tu travailles sans équipement de construction moderne. Tu n'as pas de climatisation, ni d'accès permanent à l'eau. Il fait si chaud dehors que tu peux faire frire des œufs sur la route. Tu construis cette pyramide depuis des décennies. Et maintenant, quand elle est enfin terminée, tu apprécies le résultat du travail colossal de milliers de personnes. Tu as devant toi un monument culturel géant de valeur mondiale qui va se figer dans le temps et émerveiller les gens pendant des dizaines de milliers d'années. Quelques milliers d'années ont passé, les gens du 21e siècle voient les pyramides et se disent « Waouh, je ne peux pas croire que des humains aient construit ça ». Oui, les gens qui ont construit les pyramides n'auraient pas apprécié ce genre de remarques. Mais en fait, il y a de bonnes raisons de penser que les gens qui l'ont construit ont utilisé une technologie hors du commun. De l'extérieur, on dirait que les grandes pyramides ne sont que de grands triangles de pierre. Les gens ont simplement posé des blocs lourds les uns sur les autres. Et c'est tout. En fait, la conception semble trop parfaite pour être vraie. La pyramide est constituée de plus de 2 millions de blocs. Ils sont si proches les uns des autres et si réguliers qu'on ne pourrait même pas glisser une fine feuille de papier entre eux. Incroyable! Les scientifiques ne connaissent toujours pas la technologie exacte utilisée pour construire les pyramides égyptiennes. L'une des plus grandes et des plus célèbres est la grande pyramide de Gizeh. Cette énorme construction connue dans le monde entier a un grand secret. Il devait y avoir une pierre de couronnement au sommet de la pyramide. C'est un bloc de pierre de forme triangulaire, une petite pyramide au sommet d'une énorme. La chose est aussi connue sous le nom de pyramidion. Les bâtisseurs de l'Égypte ancienne l'ont fabriquée en granit et en calcaire et l'ont recouverte d'or. Aucun document ou dessin ancien ne permet de prouver qu'il y avait un pyramidion au sommet de la grande pyramide de Gizeh. Mais il existe une autre structure égyptienne ancienne dans ce type de triangle, la pyramide rouge. Elle a été construite avant la grande pyramide et sa pierre de couronnement a survécu jusqu'à ce jour. Les archéologues l'ont trouvée et reconstruite. Mais alors, où pourrait se trouver la pierre de couronnement de la grande pyramide? C'est un mystère qui n'a toujours pas de réponse. Certains sont persuadés que des voleurs l'ont dérobée au sommet. Peut-être ont-ils simplement grimpé et poussé le pyramidion jusqu'en bas. C'est tout à fait logique. La pierre angulaire était probablement l'élément le plus précieux de la pyramide. De nombreux scientifiques et archéologues ne connaissent toujours pas sa fonction exacte. Certains pensent que ce sommet recouvert d'or glorifiait les pharaons. La nuit, la pierre de couronnement reflétait la lumière de la lune et illuminait tout l'espace qui l'entourait. Pendant la journée, cette pierre reflétait la lumière du soleil avec sa surface brillante. On pouvait la voir de loin.
Le sommet de la pyramide était une sorte d'étoile guide pour les voyageurs perdus. Tous les autres blocs de pierre de la pyramide sont constitués de calcaire. Les gens les polissaient pour les faire briller. Dans le passé, ils étaient même très brillants et reflétaient la lumière. On aurait pu voir des pyramides lumineuses depuis l'espace, même si elles ressemblaient à de toutes petites lumières. Au fil des milliers d'années, les vents, les tempêtes de sable et les pluies ont modifié l'apparence des pyramides. Si les gens avaient pris soin d'elles pendant tout ce temps, elles auraient ressemblé à quelque chose sorti des films de science-fiction ou bien aux pyramides de Las Vegas. Mais malheureusement, nous ne verrons jamais leur apparence d'origine. Certains archéologues et scientifiques pensent que la pierre de couronnement pouvait absorber l'énergie du soleil et la répartir uniformément dans la pyramide. Personne ne sait précisément pourquoi les Égyptiens avaient besoin de cette technologie. Il y a une théorie selon laquelle les pyramides sont d'anciens systèmes énergétiques. Les pharaons ont appliqué cette énergie pour utiliser des technologies uniques plus avancées que toutes les réalisations du XXIe siècle. Et la forme triangulaire des pyramides était idéale pour stimuler cette énergie électromagnétique. En théorie, le rayonnement solaire ou les forces électromagnétiques s'accumulent au sommet de la pyramide, remplissent les pièces intérieures, puis descendent le long des murs jusqu'à la base. Toute déformation de la surface pourrait empêcher le flux de se répandre. Ils ont donc dû créer une surface parfaitement lisse. C'est pourquoi ils ont installé les blocs de manière que personne ne puisse glisser une aiguille ou une lame de rasoir entre ceux-ci. Beaucoup de gens croient à cette théorie parce qu'ils ont construit les pyramides en calcaire. Ce matériau peut retenir l'énergie en son sein. Dans la partie intérieure, ils ont créé des dépôts de granit pour provoquer l'ionisation de l'air, c'est-à-dire pour créer une charge électrique. Ils ont également creusé des canaux sous la pyramide pour que l'eau puisse transmettre l'électricité. Et au sommet, ils ont placé une pierre de couronnement en or, le meilleur conducteur d'électricité. C'est ainsi que l'on obtient un grand générateur d'électricité. Différentes cultures ont utilisé des technologies similaires pour créer de l'électricité dans le monde entier. Mais ce ne sont que des théories. Si cela avait fonctionné, l'humanité aurait utilisé ces technologies aujourd'hui. On trouve des traces de l'industrie métallurgique, de la chimie, de l'ingénierie, de la physique, des mathématiques et de l'astronomie dans certains documents anciens. La plupart des scientifiques ne croient pas à toutes ces choses. Nous connaissons les étapes détaillées du développement de ces technologies dans différentes cultures. Au XXIe siècle, les scientifiques, les historiens et les anthropologues peuvent suivre l'évolution de tous les appareils modernes. Si les gens avaient créé certaines inventions technologiques dans les temps anciens, l'histoire du monde aurait été différente. Peut-être que toutes les réalisations de l'Antiquité auraient pu être effacées de la surface de la Terre par des cataclysmes mondiaux, et cela peut nous arriver à nous aussi. Imagine seulement comment les gens retrouveraient un ordinateur portable dans 5000 ans. Ils ne comprendraient peut-être pas de quel type d'appareil il s'agit. Une autre merveille égyptienne entourée de mystères est la statue du Sphinx. Les Égyptiens l'ont taillée dans une seule pièce gigantesque de calcaire, il y a environ 4500 ans. Mais les scientifiques ne savent toujours pas la date exacte de sa construction, ni qui l'a construite. Les Égyptiens ont peint le Sphinx de différentes couleurs, de sorte que son aspect était beaucoup plus brillant et plus vif dans un passé lointain. Il brillait tout comme les grandes pyramides. Quoi qu'il en soit, le temps n'a pas seulement changé son apparence, mais aussi son nom. Au départ, les Égyptiens l'appelaient Ori-Mekhet. Les Grecs l'ont rebaptisé Sphinx quelques centaines d'années après sa construction. Il soulignait la grandeur des souverains d'Égypte. Il remplissait également la fonction symbolique d'un chien de garde qui surveillait la tombe du pharaon et les chemins qui menaient à celle-ci. Cette version semble réaliste, puisque les archéologues ont découvert de nombreuses entrées secrètes au pied du Sphinx. Peut-être que ces pièces et ces tunnels complexes mènent à des salles souterraines contenant des trésors, et les trésors ne sont pas toujours de l'or ou des bijoux. Selon les légendes et les théories, le Sphinx garde la salle des archives où sont stockées toutes les connaissances de l'humanité. Les informations sur l'ancien état mythique de l'Atlantide pourraient se trouver ici. Tu peux trouver de nombreuses cartes détaillées des donjons internes du Sphinx sur Internet. Elles montrent des structures de 12 étages de profondeur sous la statue. On dirait une petite ville remplie d'or, de parchemins de savoir et de divers artefacts anciens.
Mais on ne peut pas croire toutes ces cartes. Ce ne sont que des théories. Plusieurs milliers d'années se sont écoulées, mais les gens ont en réalité très peu d'informations sur ce sujet. Les archéologues savent qu'il y a encore beaucoup de choses étranges et passionnantes à propos du Sphinx qui n'ont pas encore été découvertes. Les gens du coin ont souvent peur de faire des recherches car ils croient qu'ils peuvent réveiller quelque chose de terrible, des profondeurs souterraines. Par conséquent, ce sont surtout des scientifiques d'autres pays qui mènent les fouilles. En 1998, des scientifiques ont découvert d'étranges tunnels qui menaient à des pièces vides sous le Sphinx. Ils ont constaté que des personnes avaient essayé de passer par ces tunnels dans le passé. Et il est possible que ces personnes aient emporté tous les trésors qui s'y trouvaient. Une des légendes dit qu'un puissant artefact se trouve sous le Sphinx. Son pouvoir pourrait changer le monde entier, mais les habitants le cachent car il pourrait nuire à la planète. Certains pensent que l'on peut trouver des preuves de technologie inconnue peintes sur les murs de granit des tombes des pharaons. Mais le plus probable est que ces peintures et ces signes nous racontent juste les mythes et les légendes de l'Égypte ancienne. Mais que se passe-t-il si les symboles et les dessins égyptiens sont des instructions détaillées pour utiliser les technologies anciennes? Et si les habitants qui vivaient à cette époque pensaient les gens dans le futur ne seront pas capables d'obtenir de l'énergie par eux-mêmes. Alors laissons-leur des instructions détaillées. Quoi qu'il en soit, il existe de nombreuses énigmes et théories. En réalité, la recherche de réponses est une entreprise dangereuse, car il n'est pas facile de pénétrer dans les salles souterraines. Les fouilles peuvent détruire la structure de l'ensemble du Sphinx. Toute personne qui se trouve dans les tunnels peut se perdre et ne jamais retrouver son chemin. En plus, cela coûte beaucoup d'argent. En fait, ce qui serait génial, c'est que des chercheurs puissent inventer un appareil qui pourrait scanner les zones souterraines et nous montrer des plans détaillés. Et si on te disait que tu viens de gagner un voyage autour du monde pour visiter les sites les plus célèbres de la planète? C'est sympa, non? Sauf qu'il y a un hic. Il se peut que tu les visites pour la dernière fois de ta vie. En effet, ceux-ci sont menacés de disparaître au cours de notre existence. Ah, Paris, la ville lumière, tout ça. Pour nous, il semble difficile d'imaginer la ville sans son monument le plus emblématique, la Tour Eiffel. Mais elle n'a pas toujours été là, bien sûr. Gustave Eiffel, l'architecte de la tour du même nom, fut chargé de la présenter lors de l'exposition universelle de 1889. Mais celle que l'on surnomme la Dame de Fer n'était censée rester debout que pendant 20 ans. Après cela, elle aurait dû être désassemblée, sauf que, ce plan n'a jamais trouvé preneur. Si la tour n'a pas été démontée, c'est parce qu'une antenne a été érigée à son sommet et qu'elle sert d'émetteur radio. Mais il y a un problème. La Dame de Fer est faite de fer, et avec le temps et les intempéries, que Paris subit souvent, le fer se détériore, il rouille, et cette rouille fragilise le fer jusqu'à le faire craquer. Et si une tour faite uniquement de fer commence à se fissurer, tu te doutes de ce que cela signifie. Plus de selfies en train de se goinfrer de croissants devant la célèbre Tour Eiffel. Évidemment, les autorités françaises sont conscientes du phénomène, mais au lieu de réparer toute la tour, on se contente en quelque sorte de repeindre par-dessus la rouille. Ton prochain arrêt se fera dans la magnifique ville de Rome. Et tu es ici pour visiter, tu l'auras deviné, le Colisée bien sûr, l'un des monuments les plus visités au monde. Les gladiateurs s'y donnaient autrefois en spectacle. Eh bien, autant dire arrivederci à cet endroit tant que tu le peux encore. Comme beaucoup de monuments antiques, le Colisée est menacé de disparition. Il a survécu pendant près de 2000 ans, depuis que sa construction fut ordonnée par l'empereur Vespasien. Mais en raison de son exposition régulière aux intempéries, le monument s'affaiblit peu à peu. Le problème est principalement dû à la neige. Lorsqu'elle tombe sur le Colisée, l'eau glacée s'infiltre dans les fissures de la roche et la fait enfler. Tu sais, comme lorsque tu laisses une canette de soda trop longtemps au freezer et que le fond finit par ressortir. Certes, la neige est un visiteur peu fréquent à Rome. Mais même ces rares chutes de température peuvent sérieusement endommager le Colisée. Et comme nous ne pouvons pas contrôler la météo, qui sait combien de temps encore nous aurons l'occasion d'admirer cette merveille. Après avoir pris l'avion pour l'Inde, tu arrives au Taj Mahal, qui est unique en son genre. Il est encore plus envoûtant dans la réalité que sur les photos et le Taj est l'une des 7 merveilles du monde moderne. Mais pourquoi risque-t-il de disparaître ? Le monument fut achevé en 1643, façonné à l'aide d'un marbre blanc immaculé en guise de cadeau de l'empereur Shah Jahan à sa femme défunte.
Mais si nos chemises blanches se salissent rien qu'en sortant de la maison, imagine un monument livré aux 4 vents et qui existe depuis plus de 4 siècles. Le Taj Mahal se situe dans la ville d'Agra, juste à côté de la rivière Yamuna. Au fil des ans, la région est devenue très polluée. Et toute cette pollution contribue à détruire lentement le Taj. La Cour suprême de l'Inde s'est saisie de cette affaire il y a déjà plusieurs années et affirme que le monument prend une teinte brun verdâtre. Les plus hautes autorités ont donc décidé que si le gouvernement local ne restaurait pas complètement le Taj Mahal, elles ordonneraient sa fermeture. Ou pire, elles le détruiront. Pour le bien de l'humanité, on ne peut qu'espérer qu'ils décideront plutôt de le restaurer. Autrement, il ne nous restera plus que 6 merveilles. Ah, enfin, tu es parvenu en Amérique du Sud. Plus précisément, tu te trouves maintenant dans le territoire montagneux du Pérou. Si tu n'es pas habitué à de telles altitudes, tu risques d'avoir un peu le vertige. Mais cela en vaut la peine, ne serait-ce que pour admirer les fascinantes ruines incas du Machu Picchu. La ville se situe à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer et personne ne sait comment les Incas ont pu bâtir un complexe aussi sophistiqué. C'est pourquoi le site attire environ 440 000 visiteurs chaque année. Mais comme les réglementations ne sont pas si strictes, le site se détériore aussi lentement. Le Machu Picchu est peut-être victime de ce que l'on appelle le surtourisme. On veut dire par là que si tu regardes n'importe quelle photo du complexe lors d'un jour ordinaire, il est généralement bondé. Et même s'il s'agit d'une ville faite de pierre et que celles-ci sont assez résistantes, elles souffrent immanquablement de l'érosion, qu'elle soit causée par l'homme ou par les intempéries. Oh là là, voilà qui ne promet rien de bon. Il se trouve un autre monument de pierre que tu dois visiter sur ta liste. Peux-tu deviner de quel monument il s'agit ? Eh oui, c'est Stonehenge, situé dans les paisibles collines du Wiltshire en Angleterre. Stonehenge existe depuis plus de 5000 ans. Bon, personne ne sait exactement quand il a été construit, mais tu sauras être indulgent. Si la seule cause de sa dégradation était l'érosion, alors il faudrait des millions d'années pour que le monument disparaisse. Sauf que ce n'est pas le cas. Depuis 1995, le pouvoir britannique a issu de multiples propositions visant à construire un tunnel souterrain qui relierait le sud-est et le sud-ouest de l'Angleterre. Le truc, c'est que ce tunnel passerait sous Stonehenge et qu'il pourrait ébranler les fondations du site. Quoi qu'il en soit, depuis que le projet a été suggéré, les partisans locaux du monument ont fondé une association, Save Stonehenge, afin d'assurer sa sécurité. Ils croient fermement que toute entreprise telle que ce tunnel nuirait gravement au site. Ah, l'Égypte. Cette fois, pour parvenir jusqu'à destination, tu décides de voyager avec style. Et par là, on veut dire à dos de dromadaire. Juste le temps d'une petite séance photo, bien sûr. Mais pourquoi es-tu ici ? Tu es venu voir le Sphinx de Gizeh. Tu sais, celui qui a le nez cassé. Le Sphinx, lui aussi, fut érigé il y a bien longtemps, soit il y a plus de 4000 ans. Et à l'époque, les Égyptiens utilisèrent ce qu'ils avaient à leur disposition, des pierres calcaires. Aujourd'hui, certains chercheurs estiment que des conditions météorologiques extrêmes pourraient endommager les pierres calcaires du Sphinx. Ce sont des roches très poreuses, de sorte que l'eau s'infiltre facilement à l'intérieur, ce qui tend à renforcer et à accélérer l'érosion. Mais l'eau vient aussi d'en bas. Contrairement aux pyramides de Gizeh, le grand Sphinx a été taillé directement dans la roche. Et juste en dessous du monument se trouve le lit d'une rivière qui s'infiltre également dans la statue, la rendant plus friable. Croisons les doigts pour que l'Égypte ne soit pas la proie d'inondations au cours des siècles à venir. On espère que tu as apporté ton maillot de bain parce qu'il est temps de plonger profondément dans la mer morte. Sauf que tu n'iras probablement pas si profond. Tu sais, puisqu'il y a tellement de sel dans cette eau que tu ne peux pratiquement qu'y flotter. Fait surprenant, cette mer est 10 fois plus salée que ne le sont les océans. Il peut sembler un peu ironique que la mer morte elle-même risque un jour de périr, mais c'est pourtant le cas. Le niveau de cette mer baisse d'1,20 m chaque année et cela est dû à l'un de ses principaux affluents, le Jourdain. Un affluent est un cours d'eau qui se jette dans une masse d'eau beaucoup plus importante. Or, le fait est que la région n'est pas très riche en eau naturelle. Les autorités israéliennes ont donc fini par détourner cet affluent pour satisfaire les activités humaines. Mais comme toute action entraîne une réaction, la mer morte est aujourd'hui confrontée à quelques difficultés. On termine par les États-Unis, où il est temps de visiter la ville qui ne dort jamais.
Et si tu as compris le thème du voyage, tu connais déjà le monument que nous allons visiter. Il s'agit de la Statue de la Liberté. Cela peut en surprendre certains, mais la célèbre statue était à l'origine couverte de cuivre et elle est devenue verte en raison de son oxydation. Enfin, peut-être que je prendrais aussi une teinte verdâtre si j'étais constamment exposé aux conditions météorologiques de New York. Certains chercheurs affirment que la pollution de l'air peut également accélérer ce processus d'oxydation, mettant ainsi en péril la longue existence de Lady Liberty. Bien sûr, la ville de New York contribue à l'entretenir. On ne peut qu'escompter que cela suffira pour nous permettre de continuer à admirer la statue au cours de nos vies. Il est maintenant temps de rentrer à la maison. On a vraiment apprécié ce voyage et on espère que toi aussi. Espérons que nous pourrons encore visiter ces endroits pendant longtemps. La Grande Pyramide a été créée comme lieu de repos éternel pour le monarque égyptien antique Khéops. Selon la légende, Napoléon est entré dans la Grande Pyramide et en est ressorti secoué et très pâle. Il n'a jamais révélé ce qu'il a vu à l'intérieur, mais quoi que ce fût, on dit que cela l'a affecté pour le reste de sa vie. Lorsque Napoléon est entré dans la pyramide, il aurait traversé un passage très étroit et ascendant. Il aurait ensuite traversé un autre couloir appelé la Grande Chambre. Ce couloir aurait été beaucoup plus haut que le précédent et aurait également été pavé. Il aurait ensuite atteint la chambre du roi, la pièce maîtresse de la Grande Pyramide, qui était bordée d'énormes blocs de granit. Mais elle n'aurait pas eu l'air aussi grandiose que nous pouvons l'imaginer. Aucun hiéroglyphe ne décore ces murs, car les Égyptiens n'ont commencé à décorer les chambres funéraires des pyramides que bien plus tard. Les tombes des pharaons au cœur de la pyramide auraient aussi été remplies de trésors, des pièces en or, aux bijoux les plus précieux du monde. Mais tout cela aurait été pillé il y a bien longtemps. La seule chose qui serait probablement restée à l'intérieur aurait été un énorme sarcophage qui aurait autrefois contenu la momie du roi. Il serait aussi passé devant la chambre de la reine. Mais cette pièce n'a probablement pas accueilli de reine, car les pyramides n'étaient généralement construites que pour une seule personne. Des tunnels mystérieux partent de là. À ce jour, personne ne sait vraiment à quoi ils servent. Et ce n'est pas la seule chose mystérieuse et effrayante que Napoléon ait pu rencontrer. Car les histoires de pharaons laissant des malédictions anciennes sur les pyramides sont légion. De nombreuses pyramides portaient des avertissements écrits à l'extérieur racontant les choses horribles qui arriveraient à ceux qui entreraient et troubleraient la paix des lieux. Nous ne savons peut-être pas ce que Napoléon a trouvé exactement dans la Grande Pyramide qui l'a tant effrayé, mais nous savons avec certitude ce qui a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Toutankhamon était un pharaon égyptien qui n'avait que 8 ou 9 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Il est devenu un phénomène culturel lorsque sa tombe a été découverte presque entièrement intacte en 1922. Son tombeau se trouve dans la vallée des rois à Thèbes, l'actuel Luxor, qui se trouve en Égypte. Contrairement à la Grande Pyramide, le tombeau de Toutankhamon était couvert de magnifiques décorations murales. Les murs racontaient l'histoire de son voyage vers l'au-delà à travers les enfers. Les Égyptiens croyaient que chacun devait accomplir ce voyage, alors ils remplissaient les tombes d'objets et de peintures pour aider les morts à y parvenir. Il y aurait aussi eu des sortilèges peints sur les murs. Ils pensaient que cela aiderait les gens à passer dans le royaume suivant. Ce voyage serait assez long, c'est pourquoi les anciens Égyptiens remplissaient aussi les pyramides de nourriture. La pyramide de Toutankhamon était remplie de 8 paniers de fruits. On y a même trouvé des fruits de palmier doum. Les pièces étaient remplies de meubles, de statues, de vêtements et de bâtons, parmi tout un tas d'autres choses. On aurait probablement trouvé aussi beaucoup de vêtements et de bijoux coûteux dans les pyramides. Les anciens Égyptiens voulaient que leurs ancêtres voyagent avec style dans l'au-delà. Ils ont placé Toutankhamon dans sa dernière demeure avec plus de 50 pièces d'habillement, toutes de la plus haute qualité. Il y avait des tuniques, des foulards, des gants et des coiffes, et une tonne de bijoux. Ainsi que des bracelets, des pendentifs, des colliers, des bagues et des scarabées pour le protéger. Chacun d'entre eux était fait d'or ou de pierres précieuses. Il y avait aussi des éventails en plumes d'autruche pour garder le jeune pharaon au frais sous le chaud soleil égyptien. Mais la température à l'intérieur des pyramides n'a jamais vraiment dépassé les 20 degrés Celsius. Les anciens Égyptiens ont mis au point un système de climatisation très sophistiqué que nous ne comprenons pas encore complètement aujourd'hui. La pyramide de Toutankhamon contenait aussi 130 bâtons de marche en ébène, ivoire, argent et or pour l'aider dans son voyage. Il y avait 3 chars cachés au cas où il se fatiguerait de toute cette marche.
11 pagaies de bateaux ont également été placés à l'intérieur, mais il n'y avait aucune trace d'une quelconque embarcation. Les pyramides auraient été jonchées des senteurs et des parfums préférés du pharaon. Pendant les fouilles du tombeau de Toutankhamon, il est rapidement apparu qu'elle avait été en partie dévalisée pendant l'Antiquité. Les portes avaient été endommagées et des traces d'huile avaient été laissées dans des bocaux vides. Il semble que quelqu'un ait fait un raid sur la pyramide pour récupérer l'or, les parfums et les huiles qui avaient été laissés pour le roi Tout. Il restait encore un peu de parfum fait d'huile de noix de coco et d'encens dans un flacon. Il semble que le pharaon Toutankhamon aimait les jeux de société. Il y avait un plateau en ivoire de jeux de scénettes dans sa pyramide. Bien que nous ne sachions pas exactement comment y jouer, nous avons compris qu'il s'agissait d'une sorte de version égyptienne du backgammon. Il semble que c'était un jeu à 2 joueurs où le but était d'éjecter son adversaire du plateau. Reste à savoir contre qui pouvait bien jouer la momie de Toutankhamon. Les anciens Égyptiens avaient certains rituels qui peuvent nous sembler assez étranges. Par exemple, ils avaient l'habitude de se raser les sourcils si jamais ils perdaient un chat. Il n'est donc pas trop surprenant qu'ils aient mis des choses vraiment bizarres à l'intérieur des pyramides. Les archéologues ont découvert une collection de chats momifiés et de scarabées dans des pyramides datant de plus de 4000 ans. Ils ont été trouvés dans les pyramides de Saqqara qui se trouvent au sud du Caire. Ils ont aussi trouvé du matériel de maquillage et des miroirs à l'intérieur. Le maquillage était porté fièrement par les hommes et les femmes à l'époque de l'Égypte ancienne. L'eyeliner était le produit cosmétique le plus populaire. La pierre de Rosette est l'une des découvertes les plus significatives jamais faites dans les pyramides. Elle a été trouvée par l'armée de Napoléon Bonaparte. C'est une pierre de granit noir qui date de 196 ans avant Jésus-Christ. Elle est transcrite en grec, en démotique et en hiéroglyphique. Lorsqu'elle a été traduite en 1822, nous avons obtenu la clé pour comprendre les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne pour la toute première fois. La découverte de la momie de la reine Hatshepsut en 1903 a changé à jamais notre compréhension des anciens Égyptiens. Après son décès, son successeur Thoutmôsis III a supprimé la plupart des preuves de son règne, si bien que nous ne savions pratiquement rien de l'une des premières grandes dirigeantes d'Égypte. Elle est maintenant devenue l'une des rares et des plus célèbres pharaons. Le pharaon Khéops avait un bateau entier dans sa pyramide. Les archéologues ont découvert plus de 1200 morceaux d'un bateau géant près de la grande pyramide de Gizeh. Ils ont réassemblé le bateau et il fait une longueur impressionnante de 43 mètres. Il s'agit très probablement d'un bateau solaire qui a été conçu pour transporter le roi ressuscité auprès de la divinité Ra. Fait amusant, la pyramide de Gizeh est la dernière des 7 merveilles du monde antique. Les 6 autres sont les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, le temple d'Artémis, le mausolée d'Halicarnasse, le phare d'Alexandrie et la statue de Zeus à Olympie. Cette pyramide a également été la structure artificielle la plus haute du monde pendant 3800 ans. Pour ériger la plus grande pyramide d'Égypte, il a fallu un nombre stupéfiant de 2,3 millions de blocs de calcaire, dont certains pesaient jusqu'à 80 tonnes. Il aura fallu aussi 100 000 ouvriers et 23 ans pour la construire. Sa hauteur originale était de 147 mètres. En 2017, les archéologues ont découvert quelque chose d'étrange à propos de la Grande Pyramide d'Égypte. Il y a un vide caché d'au moins 30 mètres de long et personne ne sait vraiment pourquoi il est là ni ce qu'il contient réellement. Ce vide étrange est la première structure intérieure découverte dans la pyramide de 4500 ans depuis les années 1800. Les scientifiques ont utilisé des rayons cosmiques pour détecter le trou massif, mais ne sont toujours pas plus près aujourd'hui de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Les anciens Égyptiens ont pris beaucoup de soin à construire les pyramides et tout était placé stratégiquement et structurellement solide. Il est donc improbable que ce trou soit dû à la chute de blocs au fil du temps. De nombreuses pyramides contenaient également de petites figurines modèles appelées Ushbeti. Elles représentaient des assistants. Ils croyaient qu'ils prendraient vie pour servir les pharaons dans l'au-delà. Mais il est fascinant de constater que toutes ces choses aient pu tenir à l'intérieur. Il n'y a pas tellement d'espace à l'intérieur des structures. Le savais-tu ? Tu pourrais techniquement vivre dans la Tour Eiffel, si ça ne te dérange pas trop de résider dans un tout petit appartement. Gustave Eiffel a conçu la tour pour inclure un appartement privatif, tout en haut de la construction. Il a laissé l'endroit propre et bien rangé, avec tous les meubles nécessaires. De nos jours, l'appartement n'abrite plus que 2 mannequins, celui de Gustave Eiffel lui-même et celui de son tout aussi célèbre ami, Thomas Edison.
Un petit coup d'œil discret est permis aux touristes qui achètent un billet pour le sommet de la tour. Si tu passes un jour par Trafalgar Square, tu risques bien de rater le plus petit poste de police de Londres, car il est caché sous un lampadaire. La raison pour laquelle il a été placé là en 1926 était de permettre aux agents d'être proches des rassemblements publics, et il se produisait assez souvent sur cette place. On prétend même qu'il disposait d'une ligne téléphonique directe avec Scotland Yard. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un stockage d'entretien, alors il n'y a pas grand-chose à y voir, à part quelques serpillères. La gare de Grand Central, l'une des plus fréquentées de New York, propose une activité cachée intéressante à ses voyageurs. Des cours de tennis sont disponibles dans un espace secret appelé l'Annexe. Celle-ci a accueilli beaucoup de choses différentes au fil du temps, d'un studio d'enregistrement à une petite galerie d'art. Mais aujourd'hui, l'endroit est plus connu sous le nom de Vanderbilt Tennis Club et est accessible au public. Tout comme Gustave Eiffel, le producteur Samuel Rotafel, alias Roxy, s'est conçu un appartement caché dans la Radio City Music Hall de New York. Il a également demandé à ce que l'appartement, aujourd'hui connu sous le nom de Suite Roxy, soit décoré dans un style art déco. Il présente des plafonds de 6 mètres de haut, ornés de feuilles d'or, et des murs couverts de tentures en velours. De nos jours, seuls les artistes de Radio City et les invités de haute marque peuvent visiter l'endroit. Il serait aussi possible de le louer, mais on dit que les prix sont exorbitants. L'un des symboles les plus connus de Rome, le Colisée, possède des tunnels secrets cachés dans ses souterrains. À l'époque, les Romains utilisaient ces passages pour y garder des bêtes sauvages comme des lions, des tigres, des éléphants et des ours, en vue des combats de gladiateurs et d'autres types de divertissements. Ils sont ouverts aux visiteurs depuis 2010, tout comme le système de canalisation du Colisée. C'était une sacrée avancée technique pour l'époque, avec un réseau de fontaines et même des toilettes. Certaines personnes ont toutefois critiqué l'ouverture de ces tunnels secrets. On pense que cela pourrait à terme affecter la structure du bâtiment, étant donné l'énorme afflux de visiteurs. On dit que l'Empire State Building a 102 étages, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il possède en fait un 103e étage secret. Pour y accéder, il faut emprunter un escalier caché situé au 102e étage. Mais il est surtout mis à la disposition des techniciens du bâtiment et des célébrités de temps à autre. Ce n'est pas tout. Le 103e étage mène ensuite à la capsule de l'Empire State Building. Il s'agit de la célèbre flèche du bâtiment. L'un des monuments américains les plus reconnaissables comporte une mystérieuse chambre cachée. Si les informations actuelles sont exactes, il se trouve une pièce secrète juste derrière la tête d'Abraham Lincoln dans le mont Rushmore. Elle était censée abriter des objets symboliques et des documents clés de l'histoire des États-Unis, comme sa déclaration d'indépendance et sa constitution. Nous savons à présent que ces documents cruciaux sont conservés dans un lieu hautement plus protégé et que la chambre du mont Rushmore reste inaccessible au public à ce jour. C'est peut-être une salle de flipper pour les park rangers ou un truc dans le genre. Achevée entre 2550 et 2490 avant notre ère, la grande pyramide de Gizeh est la dernière survivante des 7 merveilles du monde antique. Construite pour servir de lieu de dernier repos au pharaon Khéops de la 4e dynastie, on estime qu'elle comporte une grande galerie, la chambre du roi et la chambre de la reine. Mais ce n'est pas tout, car une pièce secrète y a récemment été découverte. Surnommé le Grand Vide, cet énorme espace fait près de 30 mètres de long. Son usage principal est encore sujet à débat, mais certains archéologues pensent qu'il a été utilisé comme rampe interne pour aider à ériger cette structure massive. Le château de Cendrillon est l'attraction principale de Disney World à Orlando, en Floride, dans une section du parc appelée Magic Kingdom. Il possède son propre appartement secret, surnommé la Suite Cendrillon. À l'origine, cette suite était destinée à accueillir Walt Disney lui-même avec sa petite famille. Il est cependant décédé en 1966 et n'a jamais pu voir le résultat final. Celle-ci a finalement été achevée en 2006 et depuis, elle n'a été ouverte qu'un nombre limité de fois et uniquement pour les visiteurs de marque de la société Disney. La gare de Grand Central n'est pas la seule gare à avoir ses petits secrets. L'Italie a sa propre station Milano Centrale, la seconde plus grande gare du pays. Plus de 320 000 passagers en arpentent les voies chaque jour, mais la plupart d'entre eux ne prêtent jamais attention à ces portes closes sur le mur latéral de la gare. Elles mènent au pavillon royal, un luxueux salon conçu comme salle d'attente pour la famille royale.
Le pavillon comprend 2 grands halls s'étendant sur 2 étages avec des meubles de luxe, du marbre stylisé et le tout agrémenté de sculptures. Même la statue de la Liberté a son compartiment secret. Essaie de deviner où il se trouve. C'est dans la torche de la statue. Malheureusement, elle n'est plus accessible au public depuis qu'elle a été interdite d'accès en 1916. Une caméra y a été placée en 2011 pour permettre aux gens de profiter en direct de cette vue panoramique. Une statue de Léonard de Vinci située à l'aéroport international de Rome-Fiumicino a été dévoilée pour la première fois en 1960. Elle a récemment fait l'objet d'une rénovation. L'un des ouvriers a cependant fait une découverte mystérieuse pendant les travaux. Un petit trou quelque part au milieu de la statue à environ 9 mètres de hauteur. Après l'avoir soigneusement ouvert, 2 parchemins ont été trouvés à l'intérieur. Écrit en latin classique, le premier document racontait l'histoire de la région qui abrite aujourd'hui l'aéroport. L'autre contenait une liste des personnes qui avaient assisté à l'inauguration de la statue. La Cour suprême des États-Unis, à Washington D.C., possède une installation sportive secrète où les greffiers, les policiers hors service et d'autres fonctionnaires de la Cour suprême peuvent s'adonner au basket. Ce court de basket, situé au dernier étage du bâtiment, est judicieusement surnommé la plus haute cour du pays. Excuse-moi, j'adore dribbler. Le Club 33 de Disneyland est situé dans la section de New Orleans Square du célèbre parc à thème à Anaheim, en Californie. Ce club exclusif ne compte que 500 membres et il a été inauguré en 1967. Il avait pour but de divertir les célébrités, les politiciens et les sponsors éventuels. Et les décorations ont été offertes par les époux Disney eux-mêmes. Les services proposés ici ont un prix exorbitant. Les membres doivent s'acquitter de 25 000 $, ne serait-ce que pour adhérer au club, et par la suite, une cotisation annuelle de 12 à 25 000 $. L'entrée du club était déjà facile à louper, puisqu'elle ne consistait qu'en une banale porte, ornée d'une plaque dorée portant le numéro 33. Mais suite à un relooking du club en 2014, l'entrée a été déplacée dans un endroit encore plus secret. Néanmoins, les gens peuvent toujours voir l'ancienne à sa place d'origine. Les bibliothèques publiques de la ville de New York ont aussi leurs appartements secrets. Les employés et leurs familles pouvaient profiter de ces pièces cachées qui sont placées au-dessus de nombreux établissements. La plupart d'entre elles ne sont plus que des débarras ou des pièces vides de nos jours. Mais certaines sont accessibles au public, comme celles qui font partie du projet de rénovation à 4,4 millions de $ des appartements de la bibliothèque de Washington Heights. D'un vieux grenier poussiéreux de 350 mètres carrés, il a été transformé en un espace dédié aux adolescents, présentant aussi une médiathèque pourvue de salles pour l'éducation des adultes. C'est plutôt chouette. Cet été, tu te décides enfin à faire ce tour du monde exceptionnel que tu ne feras peut-être qu'une fois dans ta vie. La première étape de cette aventure passionnante commence en Europe. Tu entreprends un voyage en Italie, le pays des pâtes, des pizzas et des glaces merveilleuses. Ah, la voilà, la tour penchée de Pise, célèbre dans le monde entier. Tu achètes ton billet et tu entres dans le monument. Tu es sur le point de gravir 251 marches glissantes, alors fais bien attention et n'oublie pas de respirer. Les pierres de marbre blanc sont stupéfiantes et, de temps en temps, tu jettes un coup d'œil à l'extérieur pour profiter de la vue sur la ville. Félicitations, tu as réussi. Tu as atteint le sommet du Campanile et tu peux prendre tous les selfies que tu veux. La tour de Pise est l'un des sites les plus emblématiques d'Italie. Pendant que tu grimpes les escaliers, un guide t'explique qu'il s'agit d'un monument médiéval. Elle a été construite entre le XIIe et le XIVe siècle et il a fallu plus de 200 ans pour la terminer. Et au cas où tu te demanderais si elle a toujours été penchée, je peux te répondre sans hésiter, oui. Après que le 3e étage a été terminé, le campanile a commencé à s'enfoncer. En fait, le nom même de Pise vient d'un mot grec qui signifie « terre marécageuse ». Le sol y est extrêmement meuble, fait d'argile, de boue et de sable. Et les architectes se succèdent pour tenter de préserver la tour depuis qu'elle a été construite. Au sommet du monument de 56 mètres de haut, tu prends ton temps pour admirer la ville. Combien de toits rouges est-ce que tu peux compter ? Si tu te déplaces vers le côté sud du monument, tu te sentiras peut-être plus proche du sol. C'est parce que la tour de Pise penche vers le sud. À une certaine époque, elle s'inclinait presque de 5,5 degrés, sans jamais s'effondrer. Aujourd'hui, lorsque tu visites le monument, ton guide te dira peut-être que la tour penche un peu moins.
Il y a quelques années, les meilleurs architectes et ingénieurs du monde ont fait des travaux de construction à côté de l'édifice afin de renforcer son assise. Ils ont creusé plusieurs tunnels et retiré plus de 38 mètres cubes de terre sous le côté nord de la tour. Maintenant, la tour ne penche plus qu'à un angle de 4 degrés. Alors, si tu souhaites prendre une de ces photos où tu fais semblant de soutenir la tour, tu ferais mieux de te dépêcher. Qui sait combien de temps la tour restera inclinée ainsi ? À présent, il est temps pour toi de te rendre à Rome. Cette ville est un véritable musée à ciel ouvert et tu dois absolument la découvrir. La chaleur est étouffante, mais tu as de la chance. Aujourd'hui, tu vas visiter les thermes de Caracalla. Es-tu prêt à vivre une expérience authentique de la Rome antique ? Tu entres par ce qui était autrefois une sorte de vestiaire. Tu devras faire appel à ton imagination. Aujourd'hui, tu ne peux voir que des murs de briques de 40 mètres de haut ici. Les Romains de tous les milieux sociaux passaient 1 heure ou 2 dans les thermes chaque jour. Ils venaient après une longue journée de travail ou avant le dîner. Les complexes de thermes impériaux comme celui-ci étaient généralement gratuits. Mais ici, tu devais payer un droit d'entrée. Après le vestiaire, les visiteurs s'arrêtaient dans une salle chauffée où on leur faisait un massage à l'huile. Ensuite, certains se rendaient dans l'une des 2 cours d'exercice. Tu vois comme elles étaient vastes ? Ici, il y avait des portiques en marbre très élaborés, et tu peux même encore voir quelques fragments de mosaïques colorées qui ornaient le sol. Si tu avais envie de quelque chose de plus intellectuel, tu pouvais t'arrêter pour écouter un philosophe ou visiter l'une des bibliothèques. Maintenant, nous arrivons dans la salle la plus impressionnante, le caldarium. Il s'agissait d'une pièce circulaire, chauffée à la vapeur et mesurant 35 mètres de diamètre. Il n'y avait pas 1 ou 2, mais 7 bassins chauds à l'intérieur. Au-dessus de ta tête, tu pouvais admirer un magnifique dôme soutenu par de grandes colonnes de granit. Toute la structure était richement décorée de mosaïques de verre multicolores et du plus beau marbre blanc. Le complexe abritait également une piscine de taille olympique avec de l'eau arrivant jusqu'à la taille. De nos jours, tu verras seulement quelques murs de briques et de béton rougeâtre. L'empereur Caracalla, comme beaucoup d'autres empereurs romains, a construit un méga-complexe pour le plus grand bonheur des citoyens. Après un long vol international, tu arrives en Égypte. De merveilleuses promenades à dos de chameau et de délicieux fruits secs t'attendent. Est-ce que tu aimes les dattes ? Tu quittes ton hôtel à l'aube pour te rendre dans la banlieue du Caire. Tu passes devant le Nil en direction de la rive ouest. N'oublie pas de prendre des photos. Au loin, tu aperçois un grand monument. C'est le grand sphinx de Gizeh. Te rends-tu compte que ce monument a été créé il y a plus de 4500 ans ? Une fois que tu t'es approché, tu vois les grandes pyramides juste au nord du sphinx. Tu apprends que, contrairement aux pyramides, le sphinx a été taillé directement dans le socle rocheux du plateau de Gizeh. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes statues du monde, mesurant 20 mètres de haut et 73 mètres de long, des pattes à la queue. Le visage du sphinx est un peu défraîchi aujourd'hui. Mais selon les archéologues, il n'en a pas toujours été ainsi. Grâce à une reconstitution modélisée du sphinx, tu verras qu'il était en fait très différent. Comme tu peux le voir, son nez ainsi que des parties de son menton ont été coupées à une certaine époque. Les scientifiques pensent que la statue est une représentation du grand pharaon Képhren. C'est pourquoi son visage ressemble tant à celui d'un humain. Juste en dessous des yeux, une ligne sculptée a été rajoutée pour représenter le trait noir, ou Mesdemet, arboré par les anciens Égyptiens. Fait amusant, ce n'était pas seulement pour des raisons cosmétiques. Ils protégeaient leurs yeux des rayons ultraviolets. Dans une région désertique où le soleil est si présent, cela peut effectivement s'avérer utile. Les spécialistes se demandent encore aujourd'hui si le sphinx possédait ou non une barbe. Beaucoup pensent que s'il était censé représenter un pharaon, il avait très probablement une barbe tressée, qui aurait été détruite par l'érosion. Aujourd'hui encore, tu peux voir les restes d'une coiffe royale sur la tête du sphinx. Cet ornement était associé au pouvoir et à la royauté. Imagine maintenant des rayures bleues et dorées. C'est probablement à cela que ressemblait le monument quand il a été construit. On n'a aucune idée du temps qu'il a fallu pour construire le sphinx. Mais ça a dû être très long, car les détails sculptés sont très impressionnants. Si tu as de la chance, ton guide t'emmènera peut-être dans l'une des chambres secrètes à l'intérieur de la statue, si elles existent vraiment et ne sont pas qu'un mythe. Ah, les eaux cristallines de la Grèce. Que tu arrives en bateau ou en avion, tu vas vraiment en prendre plein la vue. Nous sommes ici au cœur des sites archéologiques. Tu arrives au port de Mandraki. Mais
Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois aucun monument dans les environs? Le colosse de Rhodes est introuvable. La raison? C'est qu'il a été détruit il y a très longtemps. Avant de s'écrouler lors d'un puissant tremblement de terre, la grande statue était considérée comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Si tu voyais le colosse, tu le confondrais probablement avec la statue de la Liberté. En fait, ce n'est pas une coïncidence. Apparemment, il y a un lien entre l'ancienne statue de Rhodes et la statue américaine. Elles ont toutes deux été construites comme symbole de la liberté, et la statue de la Liberté est souvent surnommée le colosse des temps modernes. Le colosse de Rhodes mesurait 30 mètres de haut, mais maintenant, tout ce que tu peux voir, c'est une jetée de béton avec un énorme vide au milieu. Maintenant, imagine une statue de bronze posée d'un côté et de l'autre d'un grand pont. Le colosse a été construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et 900 chameaux ont participé à sa construction. La statue a existé pendant environ 54 ans avant d'être détruite par un puissant tremblement de terre. Celui-ci a frappé la ville si fort qu'il ne restait de la statue qu'un gigantesque pied. Malgré cela, les gens ont continué à visiter le monument. Tu es prêt à rentrer chez toi? Merci de m'avoir accompagné le temps de ce voyage. Et n'oublie pas de me dire quel a été ton site préféré. À la prochaine!